Merci bien, Chérif Diop. Il s'agit de Malick Diop qui est avec nous sur le plateau. Bonsoir, Monsieur Diop, et merci d'être là. Bonsoir, Mme Touré. Le président Macky Sall vient de boucler la première année de son quinquennat. Si vous deviez lui attribuer une note, quelle serait cette note? Bon, je me contenterai un peu de ne pas donner de notes, mais de dire que sur deux études qui a été faite par les acteurs non étatiques et toutes les organisations de la société civile, il y a eu le rapport d'évaluation citoyenne de la mise en œuvre du PSE qui a été fait pour évaluer donc la mise en œuvre du PSE en faisant des rapports dans chaque région, les 14 régions, pour voir un peu les engagements qui ont été pris dans le cadre du PSE. Vous avez venu faire un peu un reportage à Saint-Louis pour voir comment la mise en œuvre des engagements des conseils ministériels décentralisés. Et que ce qui a été fait, le rapport a souligné trois choses. D'abord, un déséquilibre du financement, donc dans les régions. Donc le volume de financement est très déséquilibré au niveau de certaines régions. Est-ce que ce n'est pas une cohérence par rapport aux demandes? Est-ce que la somme ou le montant alloué doit être uniforme? Non, mais en sachant que les besoins ne sont pas les mêmes. Mais les besoins sont énormes. Quand vous allez, par exemple, l'axe sud, en termes de désenclavement... Moi, je dis par rapport à la standardisation du montant, par exemple. Pour quand on voit un peu le volume d'investissement, c'est de voir... Parce qu'aujourd'hui, qu'est-ce qu'on dit à l'intérieur du sous PSE? Parce qu'on croit que dans la conception PSE, c'est Diamniadio, c'est l'autoroute, c'est terre, c'est ça pour eux la conception du plus grand nombre au niveau local, au niveau des régions, vous voyez. Donc il y a une perception... Mais je crois que dans les profondeurs, on parle plus de PUDC que... Non, mais il y a deux choses. Non, le programme Sénégal émergent, ça touche tous les secteurs. Et le président avait fait des conseils décentralisés avec des volumes de projets, avec des volumes d'investissement dans chaque région. Et s'était engagé à dire, voilà, dans chaque région, voilà les priorités, voilà les projets et voilà le nombre d'investissements qui ont été faits. Donc c'est très normal, c'était un engagement, c'est très normal de l'évaluer pour voir est-ce que ces engagements ont été tenus, oui ou non. Et ça c'est important. Et c'est ça que l'étude a montré, le rapport d'évaluation citoyenne, qui a même un document de référence dans le PAP 2, pour montrer qu'il fallait investir davantage dans certaines zones, avec des priorités énormes en termes de désenclavement, en termes d'éclairage, en termes d'accès aux services sociaux de base. C'était important de le faire. Et là, c'est important de savoir un peu, d'avoir une équité. C'est pour cette raison qu'aujourd'hui, dans la PAP 2, on parle d'équité sociale. Parce qu'on s'est rendu compte qu'il faut déséquilibrer ce que, malgré qu'il y a le paiement, il y a le PUDC, mais ce ne sont pas des trucs très suffisants. Et ça, c'était très noté et qu'on l'a même remonté quand on élaborait la phase 2 du PSE. Donc ça c'était une attente très forte. Et aujourd'hui aussi, il y a aussi le rythme d'exécution. C'est important parce qu'il y a des lycées, il y a des écoles qui ont... Je prends le lycée de Tamba, c'est 15 ans, on ne sait même pas qui est l'entrepreneur. Il y a des engagements, les universités, donc il y a énormément de choses qui sont... Ça, c'est des choses qui ont été observées. Maintenant, tout n'est pas noir quand même, ça il faut le dire. Et on avait attiré l'attention sur le rythme d'investissement parce qu'on s'était rendu compte, c'était en 2017 le rapport, que dans cette région, on était à des taux très bas d'exécution. Je prends Kédougou, Sédhiou, dans ces zones-là, c'était à l'ordre de 15-16% d'exécution des engagements tenus. Et sur un an aussi, on a noté l'accélération quand vous allez à Sédhiou, en termes d'infrastructure, en termes de route. C'est énorme ce qu'ils ont fait. Et je pense que ça aussi, c'est à saluer dans l'exécution, dans l'évaluation. Donc, on peut dire, premier faire. Bilan mitigé. J'en reviens à quelque chose qui me semble important, c'est pour ce qui est de la gouvernance du chef de l'État. On a certes abordé des questions économiques, mais il y a également l'aspect politique, il y a d'autres acquis et également des insuffisances. Vous venez de citer des projets qui ont été entamés et qui n'ont pas encore été exécutés à terme, mais à côté, on a une dette qui enfle. Et le Sénégal continue d'avoir besoin de ressources pour pouvoir mettre en place d'autres projets. Donc, quelque part, comment comprendre qu'on puisse vivre ce genre de situation? Je comprends s'il y a un levier sur lequel je pense le bilan est franchement
passable, c'est sur la gouvernance juridico-politique. Je pense que c'est ça, parce qu'il faut remonter un peu sur le rapport du MAEP qui vient d'être, on avait fait le mécanisme des pairs. On avait la plateforme des acteurs neutres avait fait toutes les consultations dans les 14 départements pour évaluer pour le je pense que c'était une attente très forte pour améliorer notre système de gouvernance politique, gouvernance juridique. Et c'est là, je pense, et ça a été même reflété lors des élections de 2012. C'est une forte attente pour dire que, écoutez, il faut qu'on arrête, qu'il y ait une forte rupture, d'où le slogan gouvernance vertueuse, donc sobre et vertueuse. Et c'est là, je pense, que des efforts doivent être consentis et que ce sont des attentes très fortes des populations. Qui n'ont pas été respectées. Et qui n'ont pas été respectées. Ça, je pense qu'il faut le dire, parce qu'il y avait une grande faute, et le rapport MAEP l'a souligné. Nous, on a fait les 45 consultations citoyennes dans les 45 départements et dans les 14 régions. Donc, pour remonter les préoccupations citoyennes sur ces questions-là. Et je pense que c'est une forte... Qu'est-ce qui pourrait expliquer ces manquements? Qu'est-ce qui pourrait justifier ces manquements? Non, ces manquements, c'est par rapport... Je pense, même s'il y a la volonté politique, la volonté politique n'est pas suffisante. Il faut un engagement politique. Un engagement politique se traduit par les actes. Par des actes forts, par des actes de rupture. Et c'est là où il y a eu problème. Il y a eu problème. Et aujourd'hui, il y a un débat sur la mission, sur le rôle des corps de contrôle, etc. Les rapports qu'ils produisent, à quelle fin, etc. Sur l'architecture. Et ça on a l'impression, on a cette volonté de fragiliser davantage ces corps-là. Je donne un exemple. Aujourd'hui, par exemple, l'OFNAC. L'OFNAC, ces 12 membres, ils sont dans une illégalité. Leurs mandats sont terminés depuis le mois de décembre. Ça n'a pas été renouvelé. Mais il y a et c'est des questions qu'on il y a un constat, en partant de cet exemple que vous avez donné tout à l'heure, il y a dans d'autres stations des gens qui sont soit, c'est un cas récurrent, des gens qui doivent aller en retraite et qui ne le sont pas. C'est pas un cas isolé, c'est apparemment une réalité de notre gestion. Non, c'est deux choses différentes. C'est deux choses. C'est-à-dire que c'est des nominations. C'est 3 ans. Un exemple, c'est-à-dire que les membres sont nommés pour 3 ans, renouvelables une fois. C'est la loi 1230 portant création, par exemple, de l'OFNAC qui le dit. Donc les 12 membres sont nommés et sont renouvelables une seule fois. Je donne un exemple, c'est un cas pratique. Sur les 12, donc c'est-à-dire qu'ils sont arrivés à terme, le décret prend fin le 31 décembre 2020. Ça fait pratiquement 2 mois. 2019. Et sur ces 12, il y en a 6 sur lesquels ils ne peuvent même plus être reconduits parce qu'ils ont déjà fait deux mandats. Ils ne peuvent plus. C'est-à-dire que même si on avait la volonté de reconduire, une tacite reconduction, ils ne peuvent plus. Donc la question c'est que quitte les actes posés aujourd'hui, depuis 2 mois, en termes d'ouverture des enquêtes, en termes de validation des rapports, en termes d'actes de gestion. Et c'est ça, ces questions-là qui freinent un peu la gouvernance. Est-ce qu'on doit remettre en cause le travail qu'effectuent ces Non, c'est des questions qu'on se pose. C'est-à-dire que nous, on pose ces questions-là. On les met sur... Il faut être légaliste. Quand on est légaliste, on est légaliste. C'est ça le problème. C'est qu'il faut qu'on revienne à l'orthodoxie de la gouvernance. C'est ce que le citoyen attend. Parce qu'on est exigeant. Pour le citoyen, il faut aussi que le citoyen soit exigeant par rapport à nos gouvernants. Alors vous avez dit tout à l'heure que tout n'était pas noir. Et moi, je voulais m'arrêter un peu sur le secteur de l'énergie, qui semble être un point extrêmement important dans la vie des Sénégalais et par rapport aux attentes aujourd'hui. Malgré les hausses qu'il y a eu et tout ce qui se passe autour de l'énergie, c'est quoi votre position? C'est quoi votre regard, votre bilan sur l'énergie au Sénégal? Papis, nous, on est des observateurs de la scène politique, économique. C'est-à-dire qu'on n'est pas là pour... Si on dit que tout n'est pas... on n'est pas des observateurs, on devient des parties prenantes, des partis pris. On n'est pas des partis pris. C'est-à-dire qu'il y a énormément d'efforts, je le dis dans le rapport, qui ont été faits. L'électricité, nous c'est-à-dire qu'on connaît aller à Sédhiou, aller dans ces zones-là, c'était des zones noires. Mais aujourd'hui, c'est-à-dire qu'il y a de l'électricité dans les villages. Ça, il faut reconnaître. Sédhiou n'avait même pas 1 kilomètre. Je donne un exemple. 1 kilomètre de route. Vous entrez à Sédhiou, il n'avait même pas 1 kilomètre de route.
Aujourd'hui, pratiquement toute la ville est bitumée et goudronnée. Ça aussi, ça dit qu'il faut reconnaître qu'il y a beaucoup d'efforts qui ont été faits. Mais aussi, on est des citoyens, on doit être exigeant par rapport à nos gouvernants et de dire, voilà ce qui ne marche pas. Mais dire aussi, il y a des choses qui marchent. S'il y a des choses qui marchent, il faut avoir l'honnêteté de dire, comme observateur, et on l'a pris. Et ce rapport, je le dis, on l'a fait en partenariat avec la Direction générale de la planification économique. Alors, puisque vous êtes... Allez-y, oui. Si Pavis me le permet, ce que j'avais compris de sa question, c'est qu'on est à l'ère on est à une ère où on parle de découverte de gaz, de pétrole. Le président Macky Sall qui nous dit que le gaz power va être expérimenté à partir de 2020. On est dans une période où on est certes dans une augmentation de prix de l'électricité, mais on a d'autres ressources qu'on pourrait exploiter. Et à côté, on nous parle d'une société africaine de raffinage qui traverse des crises parce que l'un des principaux actionnaires s'est retiré. Est-ce qu'on ne devrait pas aujourd'hui s'inquiéter par rapport au lendemain qui va arriver? Oui, mais je pense on est au niveau on est dans un tournant. On est au tournant, on est même comme disait la fameuse expression de Diouf, on est au creux de la vague. Et quand on est au creux de la vague, ça, on peut que remonter ou descendre. Je pense que c'est important. C'est pour cette raison qu'il faut une analyse sereine un peu par rapport au contexte de découverte de gaz et de pétrole. Il y a aujourd'hui le mix énergétique. Il y a des efforts qui ont fait, avec même les centrales éoliennes. Il y a voilà, il y a cet effort-là qui doit être fait. Parce que aussi on est dans un environnement de durabilité. On ne va pas tout mettre au niveau de l'énergie fossile, donc le pétrole, etc. Donc il y a la préservation aujourd'hui on est envahi par la poussière, c'est des trucs comme ça qu'on doit... Et sur cette question-là, je pense qu'on doit aller en profondeur. Que sur le plan énergétique, SAR existe, parce que SAR achetait du fioul. Mais aujourd'hui, dans 2 ans, dans 3 ans, SAR ne sera plus dans une posture d'achat du pouvoir. Il en a, parce qu'on a découvert... Ça, ce sont les prévisions. Et c'est ça pour ça que ces profondes mutations-là, on doit les accentuer, on doit les approfondir. Oui, alors, puisque vous réclamez votre politisation en tant qu'observateur, l'ancien Premier ministre a fait une sortie aujourd'hui ou hier pour parler justement de l'horizon 2035. Je ne vais pas aller plus loin. Quelle est votre perception de cette sortie? Je ne crois pas de la politisation. Nous, on est des observateurs. Hein? On est des observateurs de la vie politique. Maintenant, je pense que l'ex-premier ministre, parce que même s'il fait mais il fait office de ça, mais je pense qu'il faut quand on est dans un contexte de suspicion politique. Le meilleur conseil qu'on lui donne, c'est de... Suspicion politique. Oui. Qui correspond à quoi? Suspicion politique, c'est le 3e mandat, on est dans les dialogues, parce que nous, on est aussi dans le dialogue politique. Bon, il y a les questions politico-judiciaires qui sont toujours là. Hein, les cas de Karim, le cas de Khalifa, il y a énormément de questions. Je pense qu'il faut qu'on arrive, quand tu es le détenteur du pouvoir, je pense que c'est important d'avoir un peu de recul et d'éviter de faire certaines... Mais quand vous parlez de suspicion politique, ça veut dire qu'il y a un manque de confiance entre les acteurs. Oui. C'est la suspicion ou simplement le manque de confiance entre les acteurs? Mais c'est les deux. Tu sais, c'est les deux. C'est que le manque de confiance, la rupture, c'est bien avant les élections. C'est bien la rupture politique. Le dialogue, la suspicion, c'est bien avant. Et l'élection présidentielle a conforté cela. Jusqu'à présent, pas plus, vous connaissez, même les opposants de Macky n'ont pas félicité jusqu'à présent le président. Est-ce que c'est une obligation? Non, c'est pas une obligation. Ni institutionnel, ni constitutionnel. Mais c'est une pratique, c'est une élégance républicaine. C'est pas une obligation. Non, c'est pas une norme. C'est pas un devoir également. Mais il y a des candidats, il y a des ex-candidats jusqu'à présent qui ne reconnaissent pas les résultats. Même malgré qu'ils ne vont pas en justice. D'accord. Et ça, c'est des questions qu'on essaie un peu de... Et dans ce cadre-là, quand on est aussi... Et que le Donc vous, en tant qu'observateur, vous demandez aux vaincus
de féliciter le vainqueur? Non, ça c'est déjà passé, c'est juste ça rentre dans l'analyse, c'est pas obligatoire. Aujourd'hui, je pense qu'on a dépassé. Est-ce qu'on doit s'arrêter sur ces détails? Féliciter ou ne pas féliciter, ça n'empêche pas d'avoir la légitimité. Alors, le diable, il est dans le détail. Dans le détail, si on le cherche. Et c'est ça qui fait aussi, qui donne la position des uns et des autres. La position des uns et des autres. Alors, quand vous prenez aujourd'hui, dans les dialogues, il y a des gens qui ne sont pas dans le dialogue. Et si on veut intervenir sur cela, il faut que tout le monde y soit. Alors, vous parlez du dialogue, un cadre qui est censé régler certaines questions, notamment la question de la limitation des mandats présidentiels. Quel est l'intérêt aujourd'hui de poursuivre ce dialogue-là, puisqu'on sait que le secrétaire d'État, le secrétaire général de la présidence de la République a déjà, en quelque sorte, donné le ton, et qu'on pourrait penser que c'est la majorité qui pense ainsi. Mais comme tu dis, on pourrait penser, donc je pense il n'a pas été affirmatif, mais il a... Oui, mais je pense qu'il y a deux choses. C'est-à-dire que si on entre dans la projection politique, programmatique, il y a un programme qui est là pour jusqu'au 35, donc jusqu'à 2035, il y a un programme politique que Macky, depuis 2000, le pouvoir met en place. Peut-être ce programme va survivre au-delà de la personne du président de la République, mais avec le camp. Maintenant, moi je pense qu'il y a des problèmes pour moi, en tant que société acteur, le citoyen a réglé cette question-là. Vous savez, pour moi, la question du troisième mandat, c'est réglé. C'est ma conviction. C'est réglé au niveau de la Constitution. C'est réglé, parce qu'on parle de mandat. Nul ne peut faire... Alors, Maintenant, l'autre aspect, c'est que le citoyen sénégalais, en tant qu'acteur, à régler. On attend. Si au moment où le président dit moi je vais avoir un troisième mandat, là on aura... Mais M. Diouf, on ne revient pas sur ce qui est déjà réglé, la fameuse question du troisième mandat. Vous êtes observateur, il y a des propos qui tendent à renforcer une sorte de prolongement du mandat ou de l'exercice du pouvoir du président. On peut avoir un avis forcément sur cette sortie, une lecture politique justement. Oui, c'est laquelle? Mais la lecture, c'est ça. C'est-à-dire que moi j'ai dit ça, que par rapport à ça, sur le principe, parce qu'on soit comptable sur le principe, vous aimeriez me rappeler les principes. On est sur les principes. Pour nous, le principe, c'est deux mandats. Macky Sall est dans son deuxième. Mais malgré ça, il y a le débat. Maintenant, donc il faut dépasser les principes parce qu'ils existent déjà. Mais il y a le débat, Papis. Ça existe et ça existera toujours tant qu'on n'aura pas déposé les... Vous n'avez pas compris. Je veux dire, votre lecture à la suite de la sortie de Boun Abdallah. Oui. La question, c'est ça en fait. Oui, mais c'est ça que je dis. C'est-à-dire que je ne suis pas là pour interpréter ce que pense. Moi, je suis là, on est là, moi je rapporte les principes. Maintenant, sur ces principes-là, au moment où ces principes sont dérogés, officiel, on aura une position très claire. Merci. Mais je ne peux pas interpeller, les propos de Boun Abdallah. Est-ce qu'il pensait ceci? Est-ce que je laisse donc le truc politique de le dire? Mais nous, on dit en tant qu'acteur, le principe, c'est qu'on est sur un deuxième et dernier mandat. Maintenant, au moment où il y a des actes posés très clairs, c'est-à-dire que là aussi, on aura des positions. Merci beaucoup, Malick Diop, le coordonnateur régional, ou plutôt national, de la plateforme des acteurs non étatiques. Merci également à Papis Diao et à vous qui nous suivez de partout. On se donne rendez-vous demain à la même heure. Excellente soirée en compagnie de nos programmes.